Si je dois donner conseil aux gens, c'est il faut compter que sur vous. Ne vous dites pas que un tel va vous aider en fait. Même si vous rencontrez des grands youtubeurs qui disent ah j'aime bien ce que tu fais, ça veut pas dire qu'ils vont t'aider. Tu vois, parce que moi justement j'avais la naïveté de penser que ils allaient m'aider, donc j'étais là à les contacter, mais après silence radio quoi. Et c'est vrai que c'est dur en fait, parce qu'en fait au bout d'un moment tu finis par compter que sur ça et plus compter sur toi-même. C'est t'as l'espoir de vite, il faut nous propulser et tout. Et en fait ça te finit par te décourager totalement quoi. Il faut juste croire en soi. En fait les gens viendront à toi quand t'auras fait tes preuves. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a mené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je produis des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et également sur Spotify et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. Laurie, bienvenue. Bienvenue à toi. Alors non, c'est bienvenue à toi. Merci. T'es dans mon podcast, hein? Oui. Bienvenue. Je suis honoré. C'est pour ça que je te dis bienvenue. Bienvenue à toi dans ton propre podcast. Oui, bah oui, pas de problème. Voilà. Laurie, merci beaucoup de venir. Merci à toi de m'inviter. Laurie, ton pseudo, tu es plus connu sur les internets par le pseudo Laurie au calme. Oui, c'est Laurie Ocam, c'est mon pseudo. Et Laurie, c'est mon prénom aussi. Laurie, c'est ton vrai prénom. C'est pas un pseudo. En même temps, qui choisirait Laurie comme pseudo? Mais en même temps, qui choisirait Laurie comme prénom pour un garçon? Tu sais, il y a plein de questions à se poser là-dessus. Et je pense qu'on va y répondre peut-être. Bah, j'imagine que que ton enfance a été marquée par la ressemblance de ce prénom avec une certaine chanteuse. Exactement. Et que ça a pas dû, peut-être qu'il y a aujourd'hui une blessure en toi qui fait que tu... Ah, mais tu spoil là. Ah ouais, non, mais là, c'est une très belle théorie ce que tu fais là. Et je sais pas. Ouais. Je me dis, sans doute, j'imagine grandir en tant que petit mec avec le prénom de la même chanteuse qui chante moi je préférais c'est toutes. Ouais. Ça a dû être chaud. C'est ça. Ouais. Donc en fait, je sais pas si la nouvelle génération connaît, mais oui, c'était une chanteuse très connue à cette époque et qui portait le même prénom que moi. Alors, c'est s'écrivait différemment. L-O-R-I-E, ouais, pour le coup. Et moi, c'est L-A-U-R-Y. Donc, déjà, l'orthographe, ça me sauve un petit peu. Oui. Déjà, on va pas se cacher, mais quand même, voilà, dans la prononciation, c'est Laurie, quoi. Donc, c'est un peu chaud, quoi. Comment tu te définis, Laurie? Est-ce que tu dis que t'es influenceur? Est-ce que tu dis que t'es producteur de vidéos, créateur de contenu? TikToker? Ouais, je dirais plus créateur de contenu, parce que c'est vrai que influenceur, moi, j'ai du mal avec ce nom. Pas parce que ça a mauvaise presse. Bah oui, ça a mauvaise presse, donc ça, c'est un peu relou. Ouais. Mais aussi parce que c'est vrai que j'ai du mal avec ce côté influencer, le côté lifestyle, raconter. C'est vrai que quand on pense influenceur, on pense vraiment aux personnes qui se confient à sa communauté, qui en dit beaucoup, qui racontent sa vie et tout. Et moi, c'est vrai que je suis pas du tout comme ça. Et même dans ma vie privée, je suis pas comme ça. Et c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à m'associer à ce nom-là. Donc c'est vrai que pour moi, c'est plus créateur de contenu, parce que moi, je raconte plus des histoires, des sketchs et tout. Et c'est pas moi, ce sont des personnages en fait qu'on voit à l'écran. Ok. Tu parles pas beaucoup de toi dans la vie privée? Non, pas très. C'est-à-dire que là, on a une exclusivité. Et oui, Laurie qui va parler de sa life. Je vais m'open bar. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais je me dis en même temps, rien que pour moi-même, c'est important. Ah ouais? Genre, j'ai envie de le faire. Ah, trop cool. Ouais, donc, merci de venir le faire chez moi. Bah ouais, le timing te tombe à pic. Alors je disais tout à l'heure que t'étais TikToker. Enfin, je te demandais si t'étais TikToker parce que ta plateforme. Alors t'es sur plein de plateformes, mais ta plateforme principale c'est TikTok. Exactement. T'as, comme on pourrait dire, ou comme disent les jeunes, ses pairs. Percé. Oui. Je sais pas si. Mais moi, j'étais en mode, attends, c'est quoi ces pères? Ouais, si. Ouais, j'étais en mode, qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, si, ouais, bah ouais. Les jeunes disent pas ses pères. Les jeunes disent ses pères. Si, oui. Il a ses pères, le boug. Oui, voilà. Le bougre. Le bougre, c'est moi, c'est plus à l'ancienne. Mais ouais, non, vraiment, là, même si moi, je considère que je suis pas là où je veux encore être. Ah. Oui, mais c'est vrai que faut quand même reconnaître que oui, c'est, voilà, là où je suis. Quand t'arrives à 2 millions d'abonnés sur TikTok, on peut te dire que c'est un succès. Ouais. Ah non, t'es pas d'accord avec ça? Mais en fait, j'ai vraiment du mal à me le dire. En fait, pour moi, c'est pas pour moi, de me dire que j'ai fait succès, c'est comme si j'arrivais au boss de fin. À la fin. Ouais. Et je suis loin d'être au boss. Tu sais que c'est souvent une question qui revient dans ce podcast parce que je suis assez d'accord avec le fait qu'il soit mal nommé. Parce qu'en gros, on va plutôt parler de ton histoire de ta vie, quoi, tu vois. Mais c'était dur de trouver un truc. Et pour moi, le succès, c'est un peu, ça permet de dire, en fait,
voilà, c'est ton succès à toi. Ouais. Mais c'est très intéressant parce que j'ai des invités parfois qui me disent mais pourquoi tu m'as invité alors qu'en fait je suis pas du tout encore dans le succès, alors que pour moi c'est déjà un succès. Bah oui, c'est clair. Après, je pense que c'est le regard critique qu'on a envers soi-même. Et je pense que c'est un truc aussi que j'apprends de plus en plus, c'est qu'il faut fêter ses victoires. Et c'est vrai que quand tu me dis c'est un succès, il faut que je le reconnaisse. Bah oui, c'en est un. Mais même si pour moi c'est pas vraiment, en fait, je pense que le problème là-dedans, c'est que on sera jamais satisfait. Parce que à quel moment on va se dire ah j'ai fait succès, c'est bon, tu vois. C'est toi qui définis, non? C'est ça, oui. Mais le problème, c'est qu'à force de se dire bah non, pas encore, bah on finira par jamais se le dire et jamais se l'avouer, quoi. Il y a pas un truc aussi qui est un peu en rapport avec ton métier et le métier de plein de créateurs de contenu qui sont obligés de fournir, tu vois, de nourrir la bête, de nourrir l'algorithme, etc. Bah, c'est ça, ouais. Où tu t'arrêtes jamais finalement. Bah non, en fait, c'est vrai qu'on pense jamais à la fin. On se dit pas qu'il y aura une fin parce que s'arrêter de produire, c'est arrêter sa carrière, en fait, entre guillemets, quoi. Et c'est vrai qu'on est un peu soumis à ça. Mais genre, d'un côté, créateur de contenu vs un salarié de bureau, bah si le salarié arrête de travailler, bah au bout d'un moment, tu te fais virer, etc. Donc c'est un peu le même cheminement, sauf que voilà, salarié, t'as un CDD, CDI, t'es protégé, il y a plein de choses qui te protègent. Bah après, créateur de contenu, c'est comme un indépendant, n'importe quel indépendant. Si un indépendant arrête de travailler, c'est fini, quoi. Mais tu vois, si tu prends un autre média, comme par exemple le cinéma, qui est plus long à produire, qui met plus de temps, etc. J'ai l'impression, et tu vois, même des BD, tu vois, ou des écrivains, j'ai l'impression qu'il y a des moments de pause entre chaque création, où peut-être tu te ressources, enfin tu vois, et j'ai un peu l'impression que, et en fait je suis là-dedans aussi, hein, parce que tu vois, moi j'ai besoin de créer des podcasts tous les jours pour que ça marche. J'ai un peu l'impression qu'il y a aussi une course, tu vois, et qui fait que c'est dur de te dire ok, c'est bon, je suis arrivé, ou alors putain, ça c'est cool, c'est check. Bah ça justement, c'est un peu le problème quand on rencontre beaucoup de créateurs de contenu, c'est de savoir quand s'arrêter, quand faire une pause. En fait, on a la peur que si on arrête, tout s'écroule, on nous oublie, etc. Et alors que c'est vachement important de faire des pauses, rien que pour la santé mentale, en fait, c'est vachement important. N'importe qui fait des pauses. C'est pour ça que les vacances existent. C'est pour faire des pauses. Et c'est vrai que voilà, c'est des problèmes que rencontrent beaucoup de créateurs de contenu qui justement, je pense que la majorité ont tous traversé une période de down parce que ils ont pas su se reposer à temps, ils avaient peur que tout disparaisse, et donc du coup ils ont connu une phase trouble et qui les a obligés à s'arrêter plus longtemps que ce qu'ils avaient prévu, parce que il fallait prendre beaucoup de recul et tout, quoi. Donc c'est vrai que oui, le danger, c'est de savoir, c'est de se dire bah là il faut que je m'arrête, et c'est louper le coche, en fait. Laurie, on va parler de tout ça, on va parler de ton histoire, on va parler de comment t'en es arrivé, etc. Un peu, j'aime bien poser un peu le contexte au départ, c'est plutôt cool. Je connais très peu de choses de ton histoire. Je crois que j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé beaucoup d'interviews de toi. Non. T'en as pas. Mais je crois que c'est ma première. Yes, allez là, c'est ta première interview. Bah bienvenue. Merci. Et de ce fait-là, je connais très peu de choses sur ce que t'as pu faire avant de produire TikTok et tout. On va découvrir tout ça ensemble. Mais la première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais, Laurie, quand t'avais 7-8 ans? Alors, à quoi je ressemblais? Donc, j'imagine que c'est pas physiquement, mais si, quoique, en fait. Les gens décident de ce qu'ils préfèrent. Ok. Donc là, ça va être l'instant, instant miskin, instant tristesse et tout, ouais. Comme je t'ai dit, là, je suis en open bar, open heart. Ok. N'hésite pas. Alors, Laurie de 8 ans, c'était, un enfant triste, je dirais triste, qui se sentait seul dans une famille avec 2 frères et une sœur. Et qui se sentait vraiment pas vraiment compris, et qui a beaucoup pris sur lui, sur plein de choses, et qui ne s'en rendait pas compte, et qui pour lui c'était sa normalité, en fait. Donc c'est fou que tu parles de toi à la 3e personne comme si c'était plus toi. Bah justement, c'est ça. Aujourd'hui, je considère que c'est plus moi, enfin que j'étais cette personne-là, mais qu'aujourd'hui j'en suis une autre. Qu'est-ce qui faisait que t'étais un enfant triste? Famille, évolution de famille difficile, en fait, on a connu un père assez violent, mais voilà, en fait, faut juste poser le contexte, c'est que moi je suis guadeloupéen, et en fait il y a beaucoup de l'éducation, il y a pas qu'aux Antilles, il y a énormément de pays que c'est comme ça, mais voilà, c'est beaucoup par la sanction corporelle, et et c'était, on va dire, c'était considéré comme une normalité, quoi, c'est de sanctionner comme ça et tout, mais sauf qu'aujourd'hui j'ai compris que les séquelles que ça te laisse, c'est juste incroyable. Moi, ça m'en a laissé des folles, quoi, des blocages incroyables, et
Et en fait, voilà, j'étais éduqué comme ça, et sauf que moi, je sais que c'était plus que la moyenne. Je l'ai compris après, que c'était plus que la moyenne, et que c'était pas. Alors, déjà, il y a un truc qu'il faut que je sais aujourd'hui, c'est que dans tous les cas, la violence pour l'éducation, c'est pas justifiable. Déjà de 1, mais là, c'était encore moins justifié. Donc, j'ai compris aujourd'hui que c'était pas pour me sanctionner par rapport à des bêtises et tout, c'était la personne, donc mon père, qui je pense lâchait des émotions qui n'étaient pas la nôtre, Oui. ni, voilà, sur nous, quoi, en fait. Et j'ai compris aussi que mon père aussi a été éduqué aussi comme ça. Oui. Donc voilà, c'est ce cycle qui se Souvent on reproduit. Hein. Exactement, ouais, voilà. Donc en fait, j'étais à 8 ans, c'était voilà, c'était cette période-là. Du coup, T'as quel âge aujourd'hui? Donc là, j'ai 32 ans aujourd'hui. Ok. Voilà, tout le monde pense que j'ai 25 et tout. Je fais jeune, c'est cool. Bah oui, tu fais jeune. Oui, ça fait plaisir. T'as une peau magnifique, tu sais. Merci. Arrête, j'avais plein de boutons en plus, j'en ai aujourd'hui. Ouais, donc voilà. Et donc c'était ça un peu le contexte. Mais c'était, mais je crois que je suis vers les 8 ans. Normalement, quand on a 8 ans, on est en quelle classe environ? Genre CE1, CE2. Ok, ouais. Voilà, ok. Donc c'est plus vers 10, 11 ans que c'était plus hardcore quand j'étais en CM1. Mais ouais, du coup, au stage là, j'étais comme ça. C'était 8 ans, c'était ce Ok. là, ouais. À l'école, comment ça se passe pour toi? Alors l'école, j'étais quelqu'un de très discret, qui osait pas lever la main en classe, qui faisait pas de vagues, qui vraiment, ouais, j'essayais d'être le plus invisible possible avec tout ce qui représentait le côté adulte. Après, concernant les amis, j'en avais. Franchement, c'était assez cool, y avait pas de soucis. Enfin voilà quoi. Peur de l'autorité de ce fait-là, c'est ça quand tu dis que Ouais, t'es adulte, c'était peur chaud. de l'autorité, ouais, exactement. Parce Ok. que c'est vrai que pour moi, l'autorité, tu commences à la connaître à la maison. Oui. Forcément. Et moi, l'autorité était très dure. Très, très dure. Et ce qui fait que, en fait, au lieu d'avoir du respect pour l'adulte, c'était plus de la peur et de l'obéissance envers l'adulte. C'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil. Non, ça, j'ai compris que c'était pas pareil. Ouais. Ok. Comment se passe le collège pour toi? Ah, collège. Ah, ça, l'année. Ah, ça, c'est naze. Ah, le collège, justement, voilà. Primaire, c'était tranquillou. Ouais. Collège, c'était l'angoisse. Non, collège, c'était vraiment la pire période parce que déjà, allez, on va faire la compilation. Du coup, je l'appelle Laurie. Donc voilà, au collège, il y a la chanteuse qui arrive en force et qui forcément crée beaucoup de moqueries. J'étais obèse et j'avais des boutons. Donc vraiment, j'avais la panoplie du mec pas fou dans sa peau et tout, et qui critique facile et tout. Et comme je voulais être discret et tout, c'était vraiment dur quoi. Pour moi, c'était vraiment 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 difficile. Tu faisais harceler au collège? Tu faisais taper et tout? Il y avait un mec qui me tapait, il était chiant, il s'appelait Yugmo là. D'ailleurs, je te revois frère, voilà. Je te le dis, Yugmo. Non, c'est un mec qui tapait tout le monde, mais voilà. Mis à part lui, non, en fait c'est des moqueries, des trucs, des petits pics que tu prends de temps en temps. Et moi, c'est clair que j'étais du style à beaucoup retenir les choses. Et beaucoup dans l'analyse et tout, et ça m'a extrêmement marqué ce genre de trucs. Donc ouais, c'est des trucs qui restent à vie en fait. J'ai pas un harcèlement constant, mais voilà, il faut avoir des petites punchlines, des trucs, on t'attaquait sur ton physique, quoi que ce soit et tout, et ça restait à vie quoi. Je sais que moi, il y a des moments où je rentrais chez moi, je badais à cause d'une phrase qu'on m'ait dit quoi, qu'on m'ait dite. Donc c'était assez chaud. Au collège en plus, c'est assez les gens t'es jeune, on se rend pas compte, ça attaque beaucoup quoi. Ça attaque beaucoup, et c'est vrai que c'était assez dur avec puis même l'enseignement qu'il y avait, ça m'intéressait pas. Enfin voilà, pour moi c'était vraiment pas fou quoi le collège. Ok. Lycée, ta vie commence à devenir plus douce? Voilà, lycée ça commençait à être mieux. Parce que je grandissais. Donc du coup ça allait, et puis après je commençais à rencontrer des gens cool. Les gens étaient un peu plus ouverts, il y avait moins dans la moquerie et tout quoi, donc c'était un peu mieux. T'as grandi où, au fait? Dans Paris. Dans donc, Paris. Ouais, pur parisien. Voilà, j'ai grandi dans le 14e. Ok. Donc c'était vers tout ce qui était quartier Gaîté, Porte de Vanves et tout. Donc là aujourd'hui, c'est des quartiers très cool. C'est des quartiers vraiment, le prix a augmenté de fou, ça coûte cher et tout là-bas. Mais avant, c'était un quartier un peu, voilà quoi. C'était un peu une zone où c'était les guerres de gitans contre les Noirs et les Arabes. C'était des plaques tournantes comme ça. C'était assez. Ouais, c'était assez mouvementé. Ouais. Il y avait pas mal de trucs. On avait un 50 Cent local là-bas. C'était un pote à mon frère qui s'est fait tirer dessus. What? Et du coup, qui a survécu. Donc c'était un peu le 50 Cent de là-bas, quoi. Non, c'était pas fou, hein. C'était pas fou à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est cool. Bah oui. À quel moment, qu'est-ce que tu fais
post-bac, en fait? Comment ça se passe le bac pour toi et tout? Bah alors le bac, alors du coup c'était je trouve mes années lycée qui étaient assez cool. Le bac, bah j'étais en mode bah là le bac on nous a bassiné avec ça depuis qu'on est tout petit, donc c'est vraiment l'ultime épreuve et tout. Donc de base je suis un élève, voilà je suis un élève moyen. Moi je suis un mec qui vacille entre les 8 et les 12. Je vais pas plus loin, j'ai pas en dessous. Voilà je suis ce genre de mec comme ça. Et là pour le bac j'avoue parce que tu veux dire que tu fais pas vraiment l'effort pour te dire je vais aller chercher un 14 ou un 16. Voilà, je me contentais du moyen. En fait, je savais que j'ai des capacités. Ma mère me disait tout le temps, oui, t'as des capacités, tu vas pas plus loin. Enfin, en fait, la façon que la vie était un peu facile pour moi. C'est l'impression que je donnais. Mais c'était une impression, forcément. Mais et ouais, en fait, ouais, c'était vraiment, bah moi, je fais le minimum et c'est bon, la moyenne, ça va, je vais pas aller plus loin, ça m'intéresse pas. Et puis voilà, quoi. Et sauf pour le bac, je me suis dit, bon, allez, on va réviser, on va aller à la bibliothèque, on va faire les choses bien. Et du coup, c'est le seul moment où je suis allé à la bibliothèque, c'est pour réviser le bac. Et je l'ai eu, je crois que j'ai eu un 12, un truc comme ça, enfin, pépère. Tranquille. Ouais, tranquillou. Tu fais quoi après le bac alors? Après le bac, je sais pas quoi faire. Je me dis, voilà, les métiers, il y a pas forcément de choses qui m'intéressent. Je sais pas trop quoi faire, mais je me dis, quitte à rien faire, autant continuer. Donc du coup, je continue. Et en fait, je fais un BTS et du coup, là où je découvre un peu l'alternance. Comme je me dis, niveau travail, je sais pas trop quoi faire. En même temps, faire des études à 100%, voilà. Et puis en plus, on gagne de l'argent. Donc voilà, du coup, je commence à l'alternance à partir de BTS. Tu fais un BTS quoi? BTS MUC, Management des unités commerciales. Aujourd'hui, je crois que ça a changé. BTS, quand j'étais jeune, ça s'appelait Tech Deco. Je sais plus quoi. Tech Deco, ouais, je connais pas. Genre technique, enfin, un BTS commerce quoi. Finalement. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Okay. Donc j'ai fait ça. Et en fait, niveau études, je sais pas si après tu vas poser la question, ou alors je dis directement ce cas où j'y suis. Vas-y. Bah en fait, du coup, niveau études, j'ai continué jusqu'en master parce qu'en fait, je savais pas vraiment quoi faire, donc je disais je continue. Et puis l'alternance c'est cool, voilà. Donc voilà, de BTS jusqu'à master, alternance et ça m'a beaucoup aidé. Ouais, franchement, ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, j'ai eu une conscience professionnelle assez rapidement. Ouais. Fallait être sérieux et tout. C'est ça, ouais. Mais après, de base, j'étais quand même assez sérieux, comme je t'ai dit, j'étais discret et tout. Ouais. Et en fait, moi, j'allais te demander, dans ta jeune vie professionnelle, ton rapport à l'autorité, comment ça se goupille? Bah voilà, justement, c'était vraiment le côté, le côté obéissance. Après, non, j'étais pas non plus le mec qui obéissait à fond à ses patrons et tout, mais voilà, j'avais ma conscience, et en fait, moi, ce que j'ai développé dans mon enfance, c'est une forte capacité d'analyse. Parce que je devais analyser le comportement de mon père pour ne pas prendre des coups, en fait. C'était ça, c'était mon mode de survie vraiment de mon enfance, c'était ça, en fait, c'est analyser le comportement et agir. Alors c'est bien, ça m'a appris une bonne capacité d'analyse, mais ça m'a handicapé à fond sur un côté de mon aspect de moi, c'est la prise d'initiative. C'est-à-dire que tu peux pas prendre l'initiative quand tu vas d'abord attendre sur la personne avant d'agir. Bien sûr. Et ça, le problème, c'est que ça m'a développé beaucoup de carences, de carences, de blocages en fait dans ma vie parce que en fait j'étais quelqu'un qui ne prenait pas de décision en fait. J'attendais sur l'autre pour prendre une décision en fait. Et en fait, par rapport au patron et tout, j'avais cette capacité d'analyse qui était assez forte chez moi. Et donc, ça permettait d'anticiper pas mal de choses, de revoir des réactions, d'agir en fonction de l'autre. Donc, c'est vachement bien. Franchement, je pense que, même si ça m'a fait beaucoup ça m'a beaucoup, freiné dans plein d'aspects de ma vie, mais j'en ai quand même bien profité de cette capacité d'analyse quand même. Ça m'a amené là où je suis aujourd'hui quand même. Donc aujourd'hui je suis pas à maudire mon passé, à le blâmer, je l'accepte totalement. Oui. J'en ai pris les qualités et je ressors avec plein de défauts, mais je suis en train de les arranger aujourd'hui. Okay. Et donc par rapport à mes patrons, ça se passait plutôt bien quoi. Justement. Et j'ai l'impression que t'as un peu bossé sur toi, je sais pas si tu es en thérapie et tout, parce que j'ai 3 ans que je bosse comme un porc. Okay. Ouais, j'avais 3 ans que je bosse comme un porc sur moi, suite à un événement qui a bouleversé ma vie et depuis sincèrement c'est bête hein, mais quand je vois le Laurie que j'étais avant, j'ai l'impression que je deviens une autre personne là, que je suis vraiment dans une nouvelle phase et je kiffe bien quoi. Qu'est-ce qui a changé? Ah, là, on spoil un truc sur ma vie d'il y a 3 ans, là? Si tu veux. Non, mais je sais pas. On peut attendre. On peut le faire dans ce sens-là, c'est comme tu veux. C'est comme tu veux. Eh bien, on va y arriver, alors bougez pas. Donc ouais,
Qu'est-ce que tu fais après professionnellement comment t'en viens à te dire ok, je vais commencer à produire des vidéos? Alors ça, c'est un truc. Alors ça, c'est un autre aspect, c'est qu'en fait depuis, je crois la CM1, CM2, je tourne des vidéos. Ah mais le mec me raconte même pas. Bah ouais. D'accord. En même temps, moi, tu vois, je fais en fonction des questions. Non, mais t'as raison. Ah, tu mais loupes ça, bah tant pis pour toi. j'y reviens donc. Mais Ouais. qu'est-ce qui fait que tu tournes des vidéos en fait? Alors ça, justement, ça c'est la question que je me pose encore aujourd'hui. Pourquoi j'ai cette passion pour les vidéos? Alors je sais que j'ai toujours été passionné de manga. Oui. Les animes et tout, ça c'était ma grande passion. Ça se sent dans tes productions. C'est ça, exactement. Et surtout dans tes premières productions. C'est ça, Ouais. c'est vrai. C'était vraiment mon inspiration numéro 1. Mais je pense aussi que c'était l'échappatoire de l'époque. Ok. Aussi, c'était mon échappatoire avec tout ce que je vivais et tout. Les jeux vidéo et les dessins animés, c'était vraiment mon échappatoire. Ça me permettait de vivre, de rêver de plein de choses. Et en fait, quand tu commences à du coup regarder des animés, que tu vois que tes premiers animes, c'est Dragon Ball Z et compagnie. Ouais. En fait, c'est ouf, mais ça développe ton imagination à un tel point, parce qu'en fait, c'est con, hein, mais je sais pas si vous connaissez Dragon Ball Z, ceux qui écoutent, mais On vous conseille Dragon Ball Z. Non, même mais si ça voilà, commence à tirer un peu en longueur. c'est sûr, mais dis-toi juste à l'époque, vraiment, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'œuvres qui ressemblent à Dragon Ball Z, parce que voilà, c'est une base et tout. Mais imagine à l'époque, ça n'existait pas tout ça. Bah oui. Imagine juste le concept du mec qui crie, qui se transforme, et qui a les cheveux jaunes et qui vole, qui envoie des boules d'énergie. Enfin, tu te dis, pour l'époque, c'est incroyable. Faut que je dise, niveau imagination, comment le mec a pu penser à tout ça, quoi, tu vois. Et en fait, moi, ça a développé extrêmement mon imagination, et je pense que c'est mon échappatoire. Et en fait, quand avec des potes avec qui on partageait la même passion, ça ce qui est très rare, parce que j'ai vite trouvé un meilleur pote avec qui je partageais ça. Ouais. On a décidé de tourner des vidéos, et en fait, c'est vrai que nos premiers scénarios tournaient vers le côté énergie, boule de feu, un truc comme ça et tout, quoi. Donc c'était vraiment Sur monter ton feed TikTok, et en fait ta première vidéo c'est une partie de Uno oui, alors ça c'était en mode Super Saiyan, c'est quoi. ça, voilà. Mais en fait sur TikTok c'était des vidéos que j'avais faites avant sur YouTube, parce qu'en fait j'ai commencé vraiment à poster sur internet, j'ai commencé il y a quand même pas mal de temps. Tu vas me raconter ça? Oui. Mais alors, t'es à fond sur les dessins animés, sur les mangas. En fait, qu'est-ce qui fait que tu décides de te lancer dans les vidéos? Bah, c'est là où je comprends pas vraiment d'où vient cette passion. C'est en fait, voilà, la plupart des gens ont une passion qui vient d'une autre personne. Dans ma famille, pourtant, on n'est pas du tout comme ça. Pas du tout voilà. Par contre, je développe mon humour parce que pour moi, c'est l'humour que j'ai. En fait, c'était vraiment une manière de. Je sais qu'aujourd'hui, pourquoi je développe mon humour, c'est qu'en fait, l'humour permet de penser à autre chose et même face à l'autre personne de le faire penser à autre chose. Ouais. En fait, mon objectif, c'était vraiment qu'on parle pas de moi, qu'on se focus pas sur moi. Donc, du coup. L'arme que j'ai trouvée pour ça, c'était de faire rire et faire rire sur des choses, et que ça fait oublier le sujet principal. En fait, je sais que j'ai souvent esquivé des choses grâce à l'humour et tout. Et aussi parce que voilà, comme je me sentais moche et compagnie, c'était ma seule arme aussi pour sociabiliser, quoi. C'était ça en fait. Et puis même, je me trouvais pas forcément intelligent non plus. Voilà, pas de culture et tout. Donc c'est vraiment l'humour, c'était vraiment mon arme numéro 1 pour sauver plein de choses, quoi, de ma vie. Tu te trouvais pas intelligent? Non. Non, parce que en fait, je m'intéressais pas aux choses. En fait, j'étais tellement dans ma bulle, dans ma souffrance et tout, et puis je voulais tellement pas avoir honte. En fait, c'est ça. En fait, c'était le problème de, je veux me sentir, je veux être discret, je veux m'effacer. Du coup, je vais éviter de me cultiver, parce que se cultiver, c'est prendre le risque de se tromper. Oh oui. Ouais, tu vois ou pas? C'est de se dire, voilà, même lever la main en cours, je ne pouvais pas. Parce que lever la main, c'était hop, tout le monde te regarde, tout le monde t'écoute, tu dis ta réponse, t'as faux. Moi, je pensais qu'on allait me juger de tous les côtés, en fait. Ouais. C'était vraiment ça. J'étais vraiment très dur envers moi-même. Aujourd'hui, je le sais, j'étais vraiment, vraiment très dur envers moi-même. Et du coup, j'avais tellement peur de tout ça que je me suis dit, bah, je cherche pas à apprendre, quoi. Reste dans ton truc. C'est Jacques Salomé, qui est un psychologue. Je lui dis pour les gens, si ça vous intéresse, c'est un truc assez ouf, c'est qu'en fait, il faut que tu choisisses entre t'affirmer ou prendre le risque d'être désapprouvé. Et en fait, tu peux pas avoir l'un sans l'autre, c'est complètement dingue. Soit clair. Tu t'affirmes, en fait, si tu t'affirmes, tu prends le risque de te faire désapprouver, que la personne en face dise, bah non, je suis pas d'accord avec toi, et là, qu'est-ce que tu fais? Soit en fait, tu t'affirmes pas, mais de ce fait-là, t'es en train de te marcher dessus, et t'es là, je prends pas le risque de me faire désapprouver, quoi. C'est ouf, vraiment, cette balance, quoi. Ah bah, j'étais complètement dans le désapprouvement total, quoi. De risque de me faire approuver. J'étais vraiment là-dedans, quoi, et ouais, donc ça m'a beaucoup bloqué aujourd'hui, et en fait, c'est vrai que l'estime de moi que j'avais, il était, horrible, quoi. C'était bas, c'était très 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 bas. Mais alors d'où te vient ce glow up? Je sais pas. C'est vrai? Enfin, dire ce glow. En fait, je pense que tout ça a créé des blocages chez moi, des blocages. Mais je pense que le vrai moi, mes vrais instants, c'est une personne joyeuse, une personne qui a envie de montrer qui elle est, qui a envie de parler, qui est en fait tout l'inverse de moi-même, en fait. Plutôt qui tu es aujourd'hui. Voilà, qui ressemble de plus en plus à qui je suis aujourd'hui. Et ça, c'était vraiment. Et en fait, j'étais totalement en dualité totale avec qui j'étais.
Et c'est pour ça que quand même, malgré moi, cette force que j'avais en moi, que je bloquais et tout, elle a quand même réussi à me faire des vidéos, quoi. Et bah oui, parce que j'allais dire, tu te trouvais pas jolie. Enfin, j'imagine, tu vois, tu disais que t'étais en surpoids, que machin. Ouais, mais je sais pas, bizarrement. Mais tu te foutais quand même devant la caméra. Voilà, parce que moi, j'étais un personnage. C'était pas moi, yes. en fait. Donc, j'arrivais à vraiment à me dire que, bah, c'est pas moi. Genre, le mec qui est face à la caméra, qui dit des conneries, bah, c'est pas moi. Et restait réellement pas moi, quoi. C'était des situations auxquelles je pouvais imaginer, que je pouvais penser vite fait, mais c'était pas moi, quoi. Vraiment. C'est ça le truc, quoi. Ok. Ouais. Donc ouais, tu disais que tu faisais des vidéos depuis que tu étais tout petit. T'as continué alors, c'est ça, en grandissant et tout. T'as jamais vraiment arrêté, quoi. C'est ça. Et en fait, même malgré quand je suis arrivé du lycée jusqu'en master, je faisais des vidéos en parallèle toujours. Et ça devenait de plus en plus pro. Bah, c'est toujours amateur, mais c'est devenu de plus en plus régulier. On a commencé à poster nos vidéos. En fait, je faisais ça avec mon meilleur pote et un autre pote aussi qui filmait. Et mon meilleur pote aussi, il jouait avec moi. Et en fait, on était là à poster, à faire de plus en plus régulier, enfin, etc. Et plus, en fait, je me professionnalisais dans mon travail, j'avais une conscience professionnelle, et plus cette conscience professionnelle, je la mettais dans mes vidéos. Et du coup, je commençais à faire des stratégies, à dire, bah là, on fait tant de vidéos, on poste régulièrement. Enfin, voilà, je commençais vraiment à prendre ce que j'avais acquis dans le pro, à le mettre pour moi, quoi. Et vice versa. Oui, je comprends. Mais à l'époque, donc, j'imagine que, je sais pas, c'est genre 2012, 2013, 2014, un truc comme ça, non? C'est ça pendant tes études? Ouais, c'est ça. Ouais, 2012, ouais. Donc c'est le début de YouTube? Ouais. Et tu postes sur YouTube de ce fait? Bah alors, le début de YouTube, je loupe totalement le coche. Ok. Voilà, franchement, on loupe le coche. Après, on en fait, mais ça marche pas trop. Et en fait, on se dit, bon, YouTube, ça marche pas et tout. Et à ce moment-là, t'as Facebook qui arrive et qui commence à mettre en avant des créateurs de contenu. Et là, on se dit, c'est parti. Donc, on met nos vidéos sur Facebook, ça marche plutôt bien. Facebook qui, à l'époque, pour les gens qui savent pas, mais en gros, voulait devenir YouTube, voulait vraiment devenir le vrai truc de YouTube et avait tout fait pour pousser à fond les vidéos et notamment les créateurs, quoi. Voilà, donc ils voulaient concurrencer YouTube, donc c'était cool pour nous. Donc on poste, on commence à faire des 100 000 vues, des fois des 1 million de vues. Enfin voilà, on commence à avoir une petite notoriété sur Facebook et tout. C'est vraiment cool, on est content. Et en fait là, Facebook change totalement de stratégie. Il se dit, voilà, créateur de contenu, allez, get out, bye. Et on met en avant les médias. Ouais. Et ça, du coup, ce virage, il nous a fait mal. Il nous a fait très très mal parce qu'en fait, on commence à avoir une communauté et tout. Et vraiment, ça faisait longtemps qu'on faisait des vidéos avant ça, donc on était vraiment en mode là, j'ai l'impression que c'est notre dernier espoir. Même dans l'équipe, ça commence à s'essouffler pas mal. Voilà quoi, on est tous là à se dire, ah, c'est chiant et tout. Et moi, je gardais cette motivation quand même assez puissante. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je commençais à tirer le groupe. Le groupe commençait plus à suivre et c'était moi qui devenais un peu le leader du truc, à dire, bon les gars, on fait ça, mais je sentais que ça s'épuisait en fait pas mal, et Facebook nous a mis vraiment une claque, et après on a connu sur YouTube et là ça marchait pas, et du coup voilà, mes potes ils disent, enfin on se dit pas vraiment, mais voilà, on se dit ouais, ça veut arrêter, quoi. Ok. Ça veut arrêter, donc ce qui était une passion pour nous là devient un poids assez lourd, quoi. Mais en fait à l'époque vous êtes pas du tout pro. Non, c'est-à-dire que j'imagine que tes potes et toi, vous avez un métier un peu plus classique, pas artistique. Ah oui, non mais oui, mais derrière moi je travaillais dans les bureaux, quoi. Ouais. Genre moi j'avais des postes de alors j'étais vendeur chez Surcouf, qui a fermé d'ailleurs. Ouais. Et après je travaillais assistant marketing. Après j'étais responsable web marketing. Après j'étais social media manager. Enfin voilà, vraiment des trucs. Mais après ça restait dans les réseaux sociaux. Donc en fait ce que j'apprenais à bout d'un moment là-bas, je mettais sur une vidéo. Donc c'était assez... Et puis l'inverse, ce que j'apprenais dans les vidéos, bah je les mettais au service de mon travail aussi, parce que du coup comme j'étais du style à, j'ai toujours été débrouillard, hein. C'est vraiment dans le côté comme je veux emmerder personne, je veux être discret et tout, dès que j'avais des trucs qui me tenaient à cœur, je cherchais tout seul en fait. Okay. Donc j'ai appris ce côté un peu débrouillardise dans certaines choses, voilà quoi. Parce que tes vidéos sont hyper bien montées et tout, et tu me disais hors caméra que t'avais tout fait toi-même. Et que c'est ça. J'avais tout moi-même, sauf qu'en fait quand on était avec le groupe, il y avait justement une personne qui nous filmait et tout, qui faisait les montages. Donc c'est lui en fait qui m'a montré ce côté pro en fait. Parce que quand je regardais, il y a des moments où je voulais monter avec lui pour voir et tout, comme c'est moi qui avait des fois qui avait l'idée des scénarios, donc je voulais réaliser le truc. Donc j'allais chez lui, et on passait des journées à faire des montages. Et du coup je regardais, et c'est vrai que c'est lui qui m'a appris ce côté assez pro du montage. Donc après, le jour où je me suis retrouvé tout seul, où mes potes ont arrêté, là j'étais en mode là il faut que j'apprenne en fait à tout faire tout seul, quoi. Et toi à ce moment-là, donc tu bosses dans des agences en tant que social media, c'était un vrai plan dans ta tête ou pas, où tu te dis tiens, un jour je vais vraiment devenir professionnel, j'ai envie d'en faire mon métier, de me foutre devant la caméra et de faire de mes vidéos mon métier, ou alors c'est
plus flou que pour ça? En fait, au bout d'un moment, ça devenait une envie réelle parce que dans tous mes tafs, je restais 1 ou 2 ans maximum. J'arrivais pas plus. Genre, je pouvais plus et je sentais, ça bouillonnait en moi l'envie de produire, de faire des vidéos. C'était vraiment c'était une envie que je pouvais pas mettre de côté en fait. C'était beaucoup trop important pour moi. Et aussi en parallèle, je pense à cause de mon enfance, je ne pouvais pas supporter l'autorité longtemps quoi. Vraiment, c'était un truc. J'étais en mode, je peux pas travailler pour quelqu'un quoi. Je peux pas. Genre. Et puis tu vois, comme j'analysais beaucoup, je voyais les comportements humains et tout, et ça me plaisait pas quoi. Tu sentais que il y avait, en fait, ton problème avec l'autorité, il venait d'où en fait dans le boulot, je veux dire, dans le sens où tu te rendais compte en fait que plus ça allait, plus t'avais un problème avec l'autorité, et que quand t'avais un chef avec qui t'étais pas d'accord, c'est parce que tu voulais pas t'affirmer, c'est ça? Ou t'avais peur de t'affirmer? En fait, je savais que jamais je me sentirais écouté. Ok. Totalement, parce que je connais la réalité du travail. En fait, j'avais vite compris la réalité du monde du travail. Et en fait, je savais qu'on jamais reconnaîtrait mes efforts, tu vois. Et je savais que je pourrais pas trouver ce que je cherche là-dedans. Et après, c'est vrai que je m'affirmais de plus en plus. Parce qu'en fait, voilà, au final, je suis une personne qui, dès que ça va pas, le dit. En fait, moi, il y a un boulot, dès que je suis pas bien dans le boulot, je pars. En fait, je m'empêchais de connaître des souffrances, tu vois, parce qu'en fait, il y a des moments, je tirais sur la corde et tout, au bout d'un moment, je me disais, non, mais si je peux pas, je pars, en fait. J'étais vraiment comme ça. Et en fait, les boulots, c'est toujours pareil, au bout d'un moment, je pouvais pas, parce qu'en fait, dès que je savais pour qui je travaillais et que ça valait pas le coup, je me disais, mais je sais pas passer ma vie à travailler pour quelqu'un dont je respecte pas les opinions, ou qui, je pense, n'est pas une bonne personne, en fait, tu vois, c'est ça. Moi, ça me plaisait pas, en fait. Je pouvais pas, en fait, je pouvais pas être sous cette autorité comme ça, en fait. C'est quoi le déclic, alors? Le déclic pour repartir, ou le truc le déclic qui te fait dire ok, il est temps maintenant? C'est l'envie que j'ai de faire des vidéos et tout, mais c'est purement par rapport au travail. C'était vraiment le côté humain quoi. Genre, je porte pas cette personne, et puis la motivation, je me saoulais, ça me saoulait. Je faisais, mais en fait là je bosse pour ça, mais bon, je sais pour qui je fais ça. Tu t'es lancé il y a combien de temps alors? En fait, depuis toujours au final, parce que je postais toujours des vidéos, mais c'était pas ton métier. Non, c'est pas mon métier. Mais là, au moment où ça a vraiment été mon métier, c'était il y a 2 ans. Ok. Il y a 2 ans, parce qu'en fait, c'est avec l'arrivée de TikTok, justement. Ok. L'arrivée de TikTok a tout changé. Justement, j'arrivais à un point difficile avec YouTube où ça marchait plus. Franchement, j'étais à 2 doigts d'arrêter. Hein. Je tournais de moins en moins. Je savais pas trop quoi faire et tout. Et en fait, à ce moment-là, j'étais social media manager chez Webedia. Et je travaillais pour le site, pour le réseau 750 grammes, donc un réseau de cuisine, concurrent de Marmiton, tout ça. Et Webedia, si vous connaissez pas, c'est une boîte qui réunit un gros groupe, plein de créateurs de contenu, de médias. Exactement. Ils ont Allociné, 750 grammes, ils ont jeuxvideo.com, ils ont Mixicom, donc chez les gros influenceurs, voilà, ils ont eu Norman, Cyprien, Michou, McFly Carlito, Squeezie, voilà, c'est tout ça. Ils sont passés là-bas, quoi. Donc ouais, vraiment une grosse boîte, et je travaillais là-bas en tant que social media manager, et c'était pas calculé pour les vidéos, hein. C'était vraiment, je postulais parce que voilà, il fallait que j'ai un métier et tout, là, fallait ramener de l'argent, et en fait ça tombait bien quoi. J'étais en mode c'est cool, moi je pourrais apprendre plein de choses sur les vidéos et tout quoi, même si j'avais peu d'espoir par rapport à YouTube qui était vraiment difficile, et à ce moment-là TikTok est arrivé à Webedia en disant bon les gars, on vient de racheter Musical.ly, ça fait 1 an qu'on s'appelle TikTok, on est en train de nettoyer la plateforme, parce qu'en fait il faut savoir que TikTok à l'époque c'était Musical.ly, et que c'était beaucoup les clichés. C'était que des danses. C'était des danses, et surtout malheureusement c'était des petites filles qui dansaient, et qui dit petites filles qui dansent comme ça dit arriver des pédos quoi. Donc c'était vraiment une plateforme très 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 cringe, c'est très 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 cringe. Et puis même les danses étaient tendancieuses. Enfin, c'était vraiment, c'est mauvaise presse. Même moi, en fait, j'avais conscience de l'existence de TikTok 1 an avant, et j'étais en mode, mais jamais je posterai là-dessus, quoi. J'étais en mode, non, c'est mort, je poste pas là-dessus. Et c'est comme les 3/4 des gens qui postent aujourd'hui, étaient tous là à dire au début, TikTok, c'est mort, je poste pas. Alors qu'aujourd'hui, voilà, tout le monde poste dessus. Mais voilà, j'en faisais partie de ces personnes-là. Je disais, non, c'est mort, TikTok, je veux pas. Et en fait, en parlant avec justement les personnes de chez TikTok, en tant que social media manager, du coup, qui m'ont dit voilà, on veut nettoyer la plateforme. C'est pour ça qu'on demande à plein de médias type Combini, des médias chez Pure Break, Pure People et tout, de poster des vidéos clean, propres et tout chez nous. Et on demande aussi ils ont aussi demandé à des créateurs de contenu connus sur YouTube et tout de poster des vidéos. Enfin voilà, vraiment des gens qui font des choses quali, pour justement nettoyer la plateforme et enlever et casser cette image en fait de plateforme à danse et à pédo quoi.
Et en fait voilà, et en fait à ce moment-là, moi j'avais du contenu à foison, ce que j'avais fait sur Facebook, YouTube et tout. Du coup je resize les vidéos, je cut parce que voilà, c'était des formats verticaux. Ouais, verticaux, et en plus c'était en termes de durée, je crois qu'on était que sur on était sur d'une minute déjà, ou peut-être un peu moins, je sais plus. Donc voilà, j'avais posté des vidéos et je vois que ça commençait un peu à marcher. Je faisais genre 10 000 vues, 50 000 vues, c'était incroyable pour moi à l'époque et tout. Et il y a un mec sur TikTok qui m'a dit c'est bien ce que tu fais et tout, continue de publier, c'est vachement bien. Parce qu'en plus, il avait besoin de contenu de quali, parce qu'en plus à ce moment-là, j'étais déjà un peu plus abouti, j'avais déjà fait des heures de montage, je me tuais à comprendre les trucs et tout. Donc voilà, j'avais déjà un petit niveau. Et à ce moment-là, du coup, genre plusieurs semaines après, je me suis dit bon bah je vais commencer à faire des vidéos pour TikTok. Genre parce qu'avant c'était vraiment du recyclage que je faisais de mes anciennes vidéos. Ouais. Donc je produisais rien en soi. Et donc là je commence à faire ça, et là ça commence à marcher. Ça commence à marcher, et là la machine est lancée quoi. Du coup je ne m'arrête pas. Et à ce moment-là, du coup j'avais rencontré une personne nommée Mélane avec qui je faisais des vidéos. On faisait beaucoup de vidéos avant. En fait on a commencé avant à faire des vidéos ensemble sur YouTube. Elle m'accompagnait dans mes vidéos et tout. Et là, je lui ai dit, meuf, lance-toi dessus aussi, quoi. Là, c'est un truc ouf, parce qu'en fait, elle était comme moi, elle aussi. Elle était en mode, je veux réussir sur YouTube, sur les réseaux, sur YouTube, mais c'est bouché, on n'y arrive pas, elle avait pas la motive et tout, mais elle tournait quand même avec moi et tout. Et là, on s'est dit, vas-y, meuf, go, on s'y met, quoi. Et là, on a commencé à chacun avoir ça à son compte, et à faire des vidéos ensemble, chacun de notre côté, enfin, chacun apparaît dans la vidéo de l'autre et tout. Et en fait, on s'est fait un duo comme ça, et après, il y a 2 autres personnes qui nous ont rejoints, du coup, t'as un groupe de 4, et voilà, après, on est monté, quoi. On est grave monté, quoi. Ça paraît tellement simple quand tu l'expliques comme ça. Ouais, mais c'est beaucoup de, mais il y a beaucoup d'années de galères. Enfin voilà, franchement, cet espoir-là, c'était dur. Franchement, parce que même au fil du temps, même quand je commençais à avoir une notoriété sur Facebook, j'ai rencontré des gens connus. Et en fait, voilà, c'est là où, par contre, si je dois donner conseil aux gens, après, c'est ma manière d'être, mais comptez que sur vous, quoi, au début. Il faut compter que sur vous. Ne vous dites pas que un tel va vous aider en fait, parce que les grands youtubeurs et tout, vous avez beau même si vous rencontrez des grands youtubeurs qui disent j'aime bien ce que tu fais, ça veut pas dire qu'ils vont t'aider. Tu vois, parce que moi justement j'avais la naïveté de penser que ils allaient m'aider, donc j'étais là à les contacter, mais après silence radio quoi. Il y a pas beaucoup de youtubeurs et de créateurs de contenu qui ont filé des coups de main, tu vois. Pour moi, le plus gros que je vois, c'est Antoine Daniel, à l'époque où il faisait le 29, je sais pas si t'as connu cette époque où, en fait, tous les 29 du mois, il faisait une vidéo où il recommandait des youtubeurs. Et il a permis à plein de youtubeurs aujourd'hui ultra connus de percer. Y Penser, Axolot, tu vois, Patrick Beau, enfin, tu vois, ils ont tous démarré parce qu'en fait, à un moment donné, Antoine leur a filé ce... Mais du coup, c'était une vraie vidéo de reco. Ouais, voilà, c'était pas une émission, hein. C'était vraiment, il était dans son jardin. Tu vois, les vidéos doivent encore exister, j'imagine. Mais il était dans son jardin et il filmait où il disait, bah voilà, en fait, moi, les vidéos que j'ai envie les créateurs que j'ai envie de vous faire connaître. Et ouais, il y avait Doc7 qui faisait ça aussi à chaque début de vidéo. Chaque vidéo, il parlait d'un créateur qu'il avait aimé et tout. Et c'est vrai que nous, on avait cet espoir-là, on a failli passer, parce qu'on nous avait dit, ouais, les gars, donnez-moi votre truc et tout, je vais faire passer. Et ça s'est pas fait finalement. Mais voilà, on avait des petits espoirs comme ça. Et c'est vrai que c'est dur, en fait, parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu finis par compter que sur ça, et plus compter sur toi-même, parce que t'as l'espoir de vite, il faut nous propulser et tout. Et en fait, ça te finit par te décourager totalement, quoi. Il faut juste croire en soi. En fait, les gens viendront à toi quand t'auras fait tes preuves. Mais alors, comment tu te dis au fil de l'eau, ok, en fait, c'est en train de prendre et c'est en train de, potentiellement, je peux commencer à gagner ma vie, et enfin, en tout cas, à avoir des OP, etc. Ça vient En fait, moi, j'ai vraiment été prudent. C'est-à-dire que voilà, j'avais mon CDI, ma vie privée aussi, il fallait pas que je lâche mon travail. Donc, j'étais vraiment à me dire, bon, bah là, voilà, quand on a commencé à avoir notre premier OP, on était content. Mais je me disais pas, je vais lâcher mon travail. Non, c'était, je veux continuer, voilà. Et en fait, au bout d'un moment, je commençais à avoir régulièrement des OP. En même temps, je travaillais. Les OP, elles sont venues par Webedia, c'est ça, j'imagine, à l'époque? Non, à l'époque, j'étais pas chez Webedia. Donc, en fait, ça venait via une autre agence. En fait, aujourd'hui, c'est soit ça vient directement dans ta boîte mail, la marque te voit et te contacte directement, ou soit ça vient via une autre agence et l'agence te contacte. Donc avant, j'étais chez une autre agence qui s'appelait Newscreen, très bonne agence aujourd'hui, qui est encore présente, très bonne agence. D'ailleurs, je les salue. Bonjour. Et en fait, oui, ça a commencé un peu avec. Enfin, d'abord, ça a commencé avec les maisons de disques. Ok. En fait, voilà, parce qu'en fait, TikTok, c'était beaucoup de vidéos et beaucoup de musique. C'est musicalier à la base, donc c'est énormément de la musique. Et en fait, à l'époque, les maisons de disques faisaient en sorte de demander à des influenceurs de mettre leur musique dans les vidéos. Ouais. Et en fait, on a commencé comme ça. C'était vraiment nos premières OP, c'était vraiment des placements de musique.
Trop marrant. C'était vachement cool en plus. Parce qu'au final, c'est discret. En fait, du coup, nous, ce qu'on faisait, c'est que, en fonction de la musique, on créait un scénario avec la musique. Donc, en fait, Oui. c'était vachement cool. D'accord. Et c'était très discret. Parce que du coup, les gens ils disaient, ah bah, c'est pas une OP, bah, tu sais, ça passait bien, quoi, tu vois. Ouais. Donc, c'était vachement cool. Mais ça va mieux aujourd'hui, non, avec les gens avec les OP d'une manière Bah, générale. merci aux youtubeurs qui ont pris cher au début, hein. Ouais. Parce que, ouais, merci aux Norman et tout qui au début ont beaucoup pris cher, voilà, parce que les gens ont craché dessus, ah, vous êtes des vendus, blablabla. Mais c'est vrai que c'est YouTube, hein, qui a beaucoup démocratisé, et allégé ce sujet-là sur l'argent, quoi. C'est grâce à eux, hein, franchement, c'est clair. Moi, je leur dis merci, parce que c'est vrai que je sais pas si j'aurais eu le courage, moi, de tout dévoiler comme ça et tout, quoi. Faut avoir une certaine assurance et faut avoir confiance en soi et se dire, bah, je prends le risque de perdre pas mal de personnes, mais tant pis, je m'assume, quoi. Donc, ouais, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, on parle ouvertement d'OP et tout, quoi. Encore, c'est peut-être une petite gêne, mais voilà, quoi. Mais sur TikTok, je racontais que j'ai un podcast qui s'appelle Histoire d'argent, et en fait, pour l'instant, j'ai pas encore réussi à avoir un influenceur, hein, tu vois. Pourtant, je sais qu'il y en a qui m'écoutent. Je les salue, coucou. Si t'écoutes le podcast. là, on a peur. Mais c'est dur, en fait. Et en fait, pour moi, il y a aussi, enfin, c'est toujours compliqué le sujet de l'argent en France. Mais Oui, voilà, c'est compliqué en France. C'est vraiment le sujet où tu te dis, en fait, malheureux, en fait, en France, on est extrêmement modeste, contrairement. En fait, il faut être modeste. Si t'es pas modeste, t'es mal vu. Et en fait, c'est dommage parce qu'en fait, c'est là où on peut prendre un peu plus d'exemple sur les Américains. Parce que faut pas prendre exemple sur eux tout le temps. Mais c'est vrai que le côté, j'assume qui je suis, je connais mes forces, ainsi que mes faiblesses. C'est pas mauvais, en fait. Parce que, malheureusement, en France, on est plus valorisé qu'on dit nos faiblesses que lorsqu'on dit nos forces, quoi. Lorsqu'on dit ouais, je suis sûr de moi, je sais ce que je fais, là je suis sûr de, bah là les gens aiment pas. Alors que si on dit j'ai pas confiance en moi, j'ai peur de ça et tout, les gens sont plus en mode ouais, ok, c'est bien et tout, tu vois, c'est bien. Tu vois, donc c'est un peu dommage que du coup on se tire vers le bas en fait, malheureusement. Et pour moi je suis le premier à, bah, tu vois, j'ai commencé le podcast en me disant ma vie c'était ça, tu vois, sans dire mes forces, parce qu'en fait c'est plus facile de se dire les faiblesses que nos forces, tu vois. Mais aujourd'hui il faut que, je pense c'est important, et dire qu'on gagne de l'argent c'est pas une honte en fait. En fait malheureusement en France on dirait que c'est plus valorisant de dire que t'es pauvre que de dire que t'es riche. En fait, après, c'est ça. Malheureusement, l'argent, ça suscite beaucoup de jalousie. Et dire qu'on est riche, ça suscite de la jalousie aussi. Donc c'est aussi ça le problème. Je crois que c'est plus simple de gagner de l'argent après avoir été pauvre. Oui, déjà. Et encore parce que si du coup t'arrives devant une personne qui te connaît pas, qui a pas connu ton passé, et que tu dis que t'as de l'argent, elle va te considérer comme un riche de base. Ouais. Elle va pas dire qu'il a eu un background, le monsieur et tout. Non, il va, tu vois. Donc ouais, c'est un peu important. Mais oui, forcément, parce qu'en fait, c'est quand tu parles de pauvre à riche, c'est une success story. Et forcément, les gens adorent les success stories. Et forcément, une personne, comme en France, on est plus pauvre que riche, bah, tu vas toucher plus de monde. Genre, ils vont dire, ils vont rêver à travers toi, ils vont dire, ah bah, c'est possible. Ou alors, lui, il a réussi, c'est cool. Tu vois. Enfin, ça, c'est des personnes qui sont bien dans leur tête, qui vont se dire, ah, c'est bien pour elle. Ouais. D'autres qui sont mal dans leur peau et vont avoir de la jalousie, quoi. Tu m'as parlé d'un événement qui t'avait amené en thérapie. Il y a 2 ans. Oui. 3 ans. Ouais, alors, la thérapie, j'ai commencé en janvier. Ok. Je me demandais s'il y avait un lien de cause à effet entre le fait qu'il y ait cet événement. Je sais pas si tu veux en parler, hein, c'est un peu comme tu veux. Là, par contre, ça a été un ultime dossier que je vais te dire. Ok. Vas-y, continue ce que tu allais dire. Non, mais je me demandais s'il y avait un événement entre s'il y avait un lien, entre cet événement qui a l'air d'avoir été compliqué pour toi et le fait que tu décides de te lancer. Le fait que je me lance, c'est pas forcément lié, mais c'était ma dernière chance. Ok. Pour moi, c'était ma dernière chance. Je pensais que c'était YouTube et tout. En fait, non, c'était vraiment ma dernière chance. Et le timing était claqué. Franchement, le timing était horrible. En fait, je me suis lancé. En fait, c'était en mode, c'est déjà trop tard pour se lancer, mais je me lance quand même parce que sinon, ma vie, elle aurait été claquée pour moi-même. Mais en termes de timing, c'était pas le meilleur timing pour se lancer. Mais je l'ai quand même fait. Parce qu'en fait, l'événement qu'il y a eu il y a 3 ans et demi, maintenant, c'est à 3 ans et demi maintenant. Ah, je vais le dire. Ah, c'est chaud parce que c'est pas un truc que je dis. Franchement, si je suis sur la vie privée, je suis vraiment, je dis rien sur la vie privée. Mais là, du coup, je vais me lancer parce que je me dis, c'est un truc que je veux, tu vois. J'ai une fille. Voilà, une fille qui a 3 ans et demi. Et en fait, du coup, son arrivée, ça m'a extrêmement chamboulé sur énormément de choses. En fait, il faut savoir que, je pense que quand t'as un enfant, forcément, t'as directement, en fait, une pensée totale qui va vers ta propre enfance.
En fait, en fait, forcément, t'as une comparaison totale. En fait, en mode, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai eu conscience de énormément de choses sur mon passé. Oui. Et en fait, l'arrivée de ma fille, ça a fait écho sur toute ma vie, quoi. Sur tout mon passé et tout, quoi. Et ça m'a extrêmement chamboulé. Que t'avais un peu mis de côté, c'est ça, en grandissant. Bah oui, c'est ça, en tu t'étais grandissant. dit, bon, allez, Bah c'était voilà. chiant, mais on va faire en sorte de passer au-dessus. C'est ça, et même je cherchais pas à analyser le pourquoi j'étais devenu comme ça et tout. Enfin voilà. Et en fait, ça m'a totalement chamboulé parce qu'en fait, j'avais conscience. En fait, je voulais pas être être comme mon père. Voilà, clairement, j'ai dit ça. Je veux pas. Et pour comprendre comment ne pas être comme son père, il faut comprendre ce qu'il a fait et comprendre ce que j'ai ressenti pour éviter que mon enfant ressente tout ça. En fait, je voulais pas de ça. En fait, je voulais pas que ma fille ressente ce que j'ai ressenti. J'avais déjà en fait, avant quand même qu'elle arrive, il y a la grossesse et compagnie, donc forcément tu réfléchis à ta vie. Et à ce moment-là, je t'avoue que c'était très dur pour moi parce que j'ai énormément pensé à mon enfance à ce moment-là. Et si tu veux, à l'époque, moi je faisais des soirées, je buvais alcool joyeux et tout, tu vois. Mais là, genre après chaque soirée, je rentrais. Je me souviens très bien d'une fois. Ça m'avait marqué parce qu'en fait du coup je rentrais de soirée et moi j'aime bien tu sais, moi je suis dans Paris et dès que je rentre de soirée j'aime bien marcher, tu vois. Donc du coup je marche longtemps et tout, et quand t'es bourré c'est encore mieux que ça, tu rentres plus frais chez toi, tu vois. Et là je me souviens d'un soir où en fait j'ai marché 1 heure et j'ai pleuré 1 heure. J'ai pleuré 1 heure parce qu'en fait en fait j'ai compris, je pense que là j'ai compris toutes les douleurs toutes les souffrances de mon passé. Et là je me suis dit en fait gros, t'as eu une enfance triste. T'as pas eu une bonne enfance en fait. Là, il faut vraiment que tu te le dises. Tu vois, parce qu'en fait, avant, je me disais, ouais, bah non, c'est cool, bon, je vous ai frappé, mais c'était voilà, tranquille. Voilà. Et même, je faisais même des sketchs dessus, des sketchs où le daron, il frappe et tout, mais c'était, voilà, en fait, je tournais tout en autodérision, en humour. Donc ça a été une force quand même, c'est cool. Mais voilà, faut quand même aussi reconnaître les choses, quoi. Et c'était, vraiment, j'ai compris que j'ai une sale enfance, en fait. Et que ça m'a bousillé dans plein d'aspects de ma vie, mais je savais pas encore lesquels. Et en fait, dans mes relations amoureuses, ça m'a extrêmement bousillé. En fait, je pense que c'est vraiment une des parties qui m'a le plus handicapé. Enfin, je sais pas dire ce mot-là, mais ça m'a le plus. Non, mais oui, ça t'a freiné. Ouais, ou voilà, ça t'a empêché de t'ouvrir, en fait. Voilà, exactement. Et en fait, dans mes relations amoureuses, ça m'a vraiment, je me rendais pas compte. Je me rendais vraiment pas compte. Et en fait, quand on s'en rend pas compte, on met la faute sur l'autre, et on se dit pas que c'est nous-mêmes, quoi. Enfin, j'avais pas de recul sur moi-même. J'avais vraiment du mal. Et en fait, voilà, quand même, au fur et à mesure de ma vie, quand même, mon père, en fait, est parti très tôt, en Guadeloupe. Donc ça, je t'ai parlé de la CM1. Parce qu'en fait, CM1, c'était vers les 11 ans. C'est là où ma vie a totalement changé aussi. C'est que mon père est parti. Mon père est parti et là en fait ça a été très bizarre. C'était très bizarre parce que mon père quand même qui nous battait et tout, c'était difficile. Mais en fait avec mes frères, c'était toujours été toujours été très dur vers mes 2 frères aînés. Et moi bizarrement, avec moi, il avait une autre facette. Et avec moi, il avait une facette à la fois gentille et à la fois aussi très très sanction et tout. Et en fait, je savais pas sur quel pied danser. Ouais. Et en fait, là, je vais utiliser un terme qui est très dur. Et je pense que j'avais ce syndrome-là. C'est le syndrome de la personne battue. Je vais pas dire femme battue, parce qu'il y a aussi des hommes battus. Mais puis, je sais pas si je dois dire femme battue, je sais pas. Bref, la personne battue. Et en fait, à ce côté-là, ce côté, oui, il me frappe, mais c'est parce que, voilà, là, tu vois, trop des excuses, voilà. Et puis, je l'aime encore malgré tout. Et en fait, c'était pareil. C'était mon père, donc en fait je l'aimais parce que c'est mon père déjà de base, et puis un enfant, et puis je suis un enfant, c'est normal d'aimer ça. Son père, quoi. C'est ça, t'as envie que ton père t'aime. C'est ça, et il y a ça aussi, et il y a le côté aussi, je vois des bonnes facettes de lui, mais des facettes très difficiles de lui, tu vois. Et je savais pas sur quel pied danser, quoi. Et en fait, moi, ça m'a traumatisé le jour de son départ, parce que en fait, le jour de son départ, mes frères et ma petite sœur, je sais pas si c'était, non, ma sœur était pas encore née, je crois, je sais même pas. Je sais même plus. Et en fait, il devait partir à l'aéroport et tout. Et en fait, moi, j'étais parti avant les autres avec lui, avec mon père, à l'aéroport. Et en fait, on devait tous être là et dire au revoir et tout. Et en fait, là, le truc qui s'est passé, c'est qu'en fait, ma mère, elle s'est trompée d'aéroport. Enfin, elle s'est trompée de. En fait, t'as Orly West, les trucs et tout. Je sais pas ce qui s'est passé. J'étais jeune. Terminal, c'est ça. Voilà, un truc, voilà, qui est total. Genre, en gros, tu te trompes là-dessus. Puis ma mère, elle est tout souvent en retard. Voilà. Bref. Et donc, du coup, je me suis retrouvé seul avec mon père, pour les au revoir et tout. Et lui, il était totalement en panique parce qu'il était en mode, faut que je prenne mon avion. Il y a personne pour le garder. J'étais jeune, j'avais 9 ans, 10 ans, tout comme ça. Donc grosse panique et tout, et en fait le seul truc qu'il peut faire en fait c'est de m'appeler un taxi et voilà, et avoir confiance au taxi et m'emmener chez moi, quoi. Et en fait les au revoir se font comme ça. Donc tu dis au revoir à ton père,
qui part à des milliers de kilomètres, t'es seul, c'est chaud quoi, tu vois, t'es un enfant, t'es en larmes et tout. En plus, du coup, après le taxi, il est très cool, il raccompagne jusqu'à chez moi. Et en fait, à ce moment-là, ma mère était encore sur le trajet, donc elle était pas venue, donc il y avait personne chez moi. Heureusement, je connaissais l'adresse de mes cousins qui étaient pas très loin, donc on y va. Le taxi est vachement cool, il m'accompagne et tout. Voilà quoi, donc tristesse totale. Après, ma mère vient me chercher chez mes cousins, et là, il y a un truc qui m'a frappé. Et c'est là où en fait, je me suis senti vraiment seul, vraiment. C'est que moi, je rentre, je viens de dire au revoir à mon père, je suis en larmes et tout, je suis triste malgré tout. Et en fait, là, j'arrive et là, je vois mes frères qui sont en train de jouer à la console. Un frère qui est à la télé, l'autre qui joue à la console, mais comme si de rien n'était. Et là, je me suis senti seul. Je me suis dit, mais en fait, il y a que moi qui est triste, tu vois. Et comme je t'ai dit au départ que mes frères avaient une autre relation avec mon père, c'est eux, ils ont eu que le côté conflictuel, dur et tout. C'était un peu la libération pour eux, voilà, j'imagine. C'est ça. Et moi, j'ai senti cette libération aussi. Mais c'était dur de me dire, je me sens libéré. Enfin, comme je t'ai dit, c'était entre les deux, tu vois. Et en fait, c'est ça que j'ai souvent été dans cette dualité totale dans ma vie entre ressentir un truc bien et culpabiliser. Enfin, tu vois, la culpabilité, c'était un truc extrêmement présent chez moi, en fait, la culpabilité. Et voilà, donc là, à ce moment-là, je me suis senti vraiment seul, tu vois, parce que je savais que je ressentais pas les mêmes choses que mes frères, tu vois. Et du coup, tout ça de mon enfance, le côté, et puis mes parents communiquaient pas. Je savais pas ce qui se passait, forcément. Je me suis senti coupable sur plein de choses qui m'appartenaient pas, par ma mère. L'argent, voilà. Le rapport de l'argent et ma mère, parce que avec mes frères, on savait très bien que ma mère avait pas beaucoup d'argent. Elle était seule avec 4 enfants, elle était infirmière, elle travaillait de nuit. Donc, tu vois, t'imagines le truc. Ouais. J'ai vu ma mère dans des situations terribles où, genre, à un moment, à cause de la souffrance et tout, elle a perdu ses cheveux, tu vois. Ah ouais. Et quand t'es jeune et que tu vois ça, t'as conscience de pas mal de choses. Donc en fait, comme on analysait beaucoup, on savait très bien qu'il fallait pas faire de conneries en dehors de l'école, enfin en dehors de notre vie, pas faire de la maison, pas faire de conneries parce que on voulait pas inquiéter notre mère. On a déjà conscience qu'il fallait protéger notre mère à tout prix, quoi. On a conscience que l'argent ça tombait pas des fenêtres, donc en fait on demandait pas grand chose, tu vois. Et ma mère arrivait toujours à nous satisfaire malgré tout. On manquait de rien, on mangeait, enfin tu vois. Et on avait conscience de ça très rapidement. Et c'est pour ça que l'argent, pour moi c'était pas un truc qu'il fallait dépenser. Et en même temps, ça m'intéressait pas non plus parce que j'étais pas là à me dire il faut de l'argent pour. J'étais en mode on vit très bien, maintenant on doit pas faire de vagues dans notre vie, on doit protéger notre mère. Et le problème là-dedans, c'est que du coup, je disais rien à ma mère. Donc, quand il m'arrivait un truc en dehors de l'école, une souffrance, quelque chose comme ça, je voulais pas lui dire parce que je voulais pas l'inquiéter. Alors s'il y a des plus jeunes qui nous écoutent, c'est pas à vous de protéger vos parents. Exactement. En tant qu'enfant, exactement. Parce que les parents, tout ce qu'ils demandent, c'est qu'on leur dise les choses au contraire, tu vois. Et en fait, même parmi mes frères, tu vois, ils sont vite allés en thérapie et tout. Et moi, j'étais là à me dire non, j'en ai pas besoin. Parce que moi, je voulais tellement pas inquiéter ma mère. Moi, je vais bien. Voilà, exactement. Donc, j'étais l'enfant comme ça. L'enfant, en fait, et du coup, je donnais l'impression que je m'en foutais de tout, que pour moi, tout glissait. Ouais. Et c'est vrai que tout glissait, j'arrivais quand même à avoir une petite coquille autour de moi. Mais j'étais vraiment le frère où tout glisse, il s'en fout, tout se passe bien pour lui. Tu sais, j'étais l'élève moyen, ma vie c'était comme ça. J'arrivais à avoir mes diplômes. En fait, c'est vraiment dans l'optique, je peux pas inquiéter ma mère, donc je me donne quand il faut me donner et tout. Voilà. Donc là, tu vas devenir papa. C'est ça. À ce moment-là, pendant la grossesse. Et à ce moment-là. Et en fait, là, je me dis tout ce que j'ai traversé, mon enfant ne doit pas le traverser. Et en fait, je savais pas si ça allait être une fille ou un garçon. En fait, ma copine de l'époque voulait pas le savoir. Franchement, je trouve que c'est le meilleur truc. Et j'ai dit, ok, tu vois, je lui ai dit, vas-y, c'est quoi? Ok, j'ai pas, donc du coup, l'échographie aux yeux fermés, tu vois. Regardez pas. Et donc voilà. Et, par contre, là, je vais dire, alors, c'est pas macho. Mais sauf que moi, j'étais en mode, je veux un garçon. Oui. Je voulais un garçon. Pourquoi? Parce que, je trouve que dans notre société, c'est dur d'être une fille. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois le truc. Et j'avais peur, en fait. Je sais très bien que ça allait être un être que j'allais aimer de tout mon cœur. Et j'étais en mode je vais trop souffrir pour elle, je me connais, je vais souffrir pour elle. Et je voulais pas que ce soit une fille parce que je me suis dit c'est dur d'être une fille. C'est moi qui traîne avec des garçons et des filles et tout, je vois le côté garçon qui est des fois est très dur quand ça parle des femmes je vois quand t'es une femme tout ce qu'elles subissent au quotidien, c'est extrêmement difficile. Et moi je voulais pas en fait, j'étais en mode si j'ai une fille ça va être dur pour elle et tout, et ça c'est l'unique raison pour laquelle je voulais pas de fille. Et c'est une fille qui arrive, boum, tiens, tu vois. Ça t'apprendra. Exactement. Et en fait, au final, je me dis, mais jamais de ma vie, je veux un mec. Maintenant, je suis là à me dire ça maintenant. Et je suis extrêmement heureux. Et en fait, je trouve que ma fille, elle a chamboulé toutes mes peurs. Donc, la première peur, c'est d'avoir une fille. C'est une fille. Et une des peurs que j'avais aussi, c'était de ne plus exister en tant que personne, parce que j'avais l'exemple de ma mère. Ouais. Et l'exemple de mon père. Donc mon père, c'est une personne totalement absente, et ma mère, c'est une personne
justement, j'utilisais ce terme, qui s'est sacrifié pour nous. Ouais. Et pour elle, elle m'a toujours dit, pour moi, c'est pas un sacrifice. Mais pour moi, je l'ai pris comme un sacrifice. Je savais qu'elle passait à côté de sa vie, parce que je savais elle partait pas en vacances, elle a rencontré personne d'autre. Enfin, tu vois, je voyais qu'elle y vivait que pour nous, et moi je l'ai pris comme un sacrifice et comme un poids, et tu vois, une pression. C'est terrible. En plus, je crois qu'en tant que parent, tu te rends pas compte quand tu fais ça. Non, tu te rends pas compte. Que l'exemple, en fait, c'est un exemple que tu es en train de donner à tes enfants. C'est ça, en fait, la vie, c'est un sacrifice. C'est ça. Et c'est très dur pour elle. Après, tu sais, je l'en veux pas aujourd'hui, parce que je me dis, elle a fait de son mieux. Elle a fait de son mieux. Elle a fait de son mieux. Enfin, tu vois, tu vois, il y en a qui vont dire, ah ouais, mais elle a rien fait quand son mari vous battait et tout, oui. Mais elle a fait des choses, elle a souffert, surtout qu'elle a pas connu ça comme éducation. Donc t'imagines le chamboulement pour elle, qui a connu une éducation peace, dans paix et tout. Enfin, moi, elle m'a dit une chose terrible, elle m'a dit, j'aurais jamais pensé que dans ma vie j'allais connaître ça. Enfin, moi, ça m'a fait du mal que ma mère se dise ça, en fait. Ça m'a fait extrêmement du mal. Et elle devait avoir peur en plus. Enfin, elle était forte, elle a fait, franchement, moi, j'en veux pas, elle a tout fait pour, et encore aujourd'hui, je sais qu'il y a des choses qu'elle a faites qu'elle ne nous a pas dit, tu vois. Ouais. Mais après, voilà, je pense que le truc qu'elle aurait dû faire, forcément, c'est plus communiquer avec nous. Et ça, c'est un truc que je fais avec ma fille, c'est que je communique beaucoup. Parce qu'en fait, communiquer avec son enfant, ça le permet de dire c'est pas de ta faute, tu vois. Parce que tu vois, un enfant, en fait, il y a des enfants, ça s'analyse énormément, les enfants. Et il y a des moments où ils vont voir un comportement de leurs parents, et ils vont se dire, ah, c'est moi ça, c'est à cause de moi qu'il y a ça, c'est à cause de moi qu'il est énervé et tout. En fait, non, pas du tout. Et en fait, il faut dire ses émotions à son enfant, lui dire, là, c'est pas de ta faute si papa est énervé, c'est parce que il y a eu ça, et c'est parce que voilà, quoi, tu vois. Et ça, les non-dits, c'est terrible. Ah, les non-dits veulent dire beaucoup de choses. Et le problème, c'est qu'un enfant va interpréter à sa sauce. Et ça peut être dans une mauvaise direction, quoi. Donc moi, c'est pour ça, tout ce qui est culpabilité, choses comme ça, pression, j'ai tout pris pour moi, quoi. Tu sais, quand tu m'as dit, putain, il m'est arrivé un événement et tout, pour moi, je croyais qu'il s'était arrivé un truc grave, genre un deuil et tout, tu vois. Non, c'est même pas ça. Mais c'est, quelque part aussi, c'est un peu le deuil de l'enfance rêvée que tu t'étais fait, quoi. Mais c'est la première, tu ne communiques jamais sur le fait que t'es papa? Non, jamais. Ok. Jamais. Pourquoi? Après, les gens à qui je travaille un peu à Webedia, ils savent au bout d'un moment et tout. Pourquoi? Parce que, moi, c'était ce côté, toujours le côté préservation, de rien. En fait, voilà, pour moi, c'était, en fait, on pouvait me critiquer. On pouvait beaucoup me critiquer, mais moi, la seule chose qui m'énervait, qui me mettait en run, c'est critiquer ma famille. Ok. J'ai toujours été comme ça, en fait. C'est vraiment le truc où tu dis un truc de travers sur mon frère, ma mère et tout, là, je pouvais, parce qu'en fait, pour moi, j'ai tellement vu souffrir ma famille, que je ne pouvais pas supporter qu'il y ait quelque chose, un mot, un truc de travers envers eux, tu vois. Parce que en fait, moi, je prenais vraiment tout plus qu'il fallait prendre. Et pour moi, critiquer la famille, c'était pas possible. Et c'est pour cette raison que j'étais toujours très discret. Je n'en disais pas beaucoup sur ma famille, parce que je voulais pas offrir des éléments pour critiquer, en fait. Pour moi, c'était ça, en fait. Le problème, c'était, je voyais tout mal, je voyais tout négatif. C'était, en fait, dire des choses sur sa vie, c'est donner aussi des armes pour qu'on critique. Ouais, je comprends. Tu vois, c'était ça, hein, vraiment le truc. Donc j'avais beaucoup ce côté vivons mieux, vivons cachés, tu vois. Bah, écoute, si un jour tu veux venir dans mon podcast Histoire de Daron pour venir parler de paternité, tu es le bienvenu. Bah écoute, je peux. Tu as vraiment trouvé l'interlocuteur, tu vois. Clairement, c'est argent, daron, il y a tout ici. Et histoire de mec. Histoire de mec. Tu sais, je vais parler de masculinité aussi. Ah ça. Ouais, clairement, je peux en parler énormément aussi. C'est même sur ça, j'ai énormément de choses à dire. Tu m'étonnes. Bon, et donc là, aujourd'hui, tu disais, ok, maintenant j'ai 2 millions de followers et tout. Enfin, tu gagnes, t'as une boîte, enfin, tu vois, oui. T'as une boîte qui gagne de l'argent, j'imagine, et tu peux te permettre de vivre de ton métier. J'essaie de plus dire ça. Tu peux te permettre de payer tes factures. Oui. Parce que c'est pas parce que si demain tu perds ton job, ça veut pas dire que tu perds la vie, tu vois. C'est clair. C'est très important. Et tu disais tout à l'heure, ok, mais en fait, en vrai, c'est pas le succès, quoi. Mais c'est quoi pour toi, la suite? C'est quoi ton goal où tu te dis, ok, là, je serais arrivé au succès? Je sais pas. En fait, j'ai envie d'aller en fait, là, pour l'instant, je suis plus en mode, j'ai envie de faire ce dont j'ai envie. Okay. De réaliser ce dont j'ai envie. Et j'avoue, je ne cherche plus trop à me dire quand est-ce que ça va arriver, parce qu'en fait, c'est pas que ça fait peur, mais c'est comme si on disait qu'on va atteindre une limite. Pour l'instant, je n'ai pas forcément envie d'avoir de limites. Là, le seul truc où je suis en mode, ça me fait un peu paniquer, mais maintenant, aujourd'hui, ça va, c'est par rapport à mon âge. Parce qu'en fait, j'ai quand même été connu assez tard. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont connus, ils ont 18 ans, 20 ans, ils sont au même niveau que moi. Même plus tôt, hein. Tu vois, même plus tôt. Et moi, je me dis, j'ai 32 ans, tu vois, c'est pas trop tard pour moi, tu vois. Et en fait, je me dis, non, en fait, dans tous les cas, tu peux toujours trouver des formats, des choses qui seront toujours de ton âge, qui peuvent toucher tout le monde possible, en fait, tu vois. Parce que je pense forcément beaucoup stratégie, parce que ça, c'est mon conscience professionnelle qui fait ça. Mais ouais, je me dis, oui, ça se trouve, c'est vrai que je vois pas à 40 ans continuer à faire des sketchs, par exemple.
Mais aujourd'hui, ton public sur TikTok, il a quel âge par exemple? Tu sais? Ça va de 13 à 25 ans, un truc comme ça. Hein. C'est très jeune à voilà, 25-30 ans, quoi. C'est, ouais. Tu vois, c'est pour ça que je me disais, tiens, c'est intéressant qu'il ait jamais parlé de paternité, parce que pour moi, c'est une source de tellement de trucs, alors sans pour autant te parler de ta vie privée, quoi, tu vois, mais il se passe plein de choses en tant que père. Bah, c'est ça, ouais. Après, il y a le côté, je vais pas montrer ma fille parce que, Oui. parce qu'en fait, c'est pas, en fait, je vais pas critiquer les gens qui montent leur enfant dans les réseaux et tout, parce que je me dis, c'est leur choix, et puis, de toute façon, il y a pas aucun souci avec ça, j'ai pas à juger, j'ai pas de problème avec ça. C'est juste que moi, je me dis, je préfère laisser ça à ma fille, le choix à ma fille. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, elle pourra jamais esquiver ça. C'est leur génération et tout. On sait pas, tu vois, dans 10 piges, elle aura 13 ans, peut-être que les réseaux sociaux auront disparu. Bah, peut-être aussi, ouais, c'est vrai. On sait pas Parce trop. qu'il y a 10 ans, ils étaient pas vraiment là. En vrai. Non, c'est clair, c'est Comme clair. on sait tout juste. Oui, quoi. oui, c'est vrai, ouais. Donc, je me dis, peut-être que voilà. Et en fait, je vais lui laisser le choix, en fait. Je me dis, ça se trouve peut-être une personne qui n'aura pas du tout envie. Comme cette personne qui en aura envie. Et en fait, je vais lui laisser le choix parce que je veux pas que ce soit une obligation, parce que quand elle aura conscience, bah, imaginons jamais sur les réseaux, et quand elle aura conscience de ça, bah, ça sera son habitude, et peut-être qu'elle va se dire, bah, comme c'était comme ça avant, je continue. Donc, en fait, je leur ai pas vraiment donné le choix. Ok. Donc, juste lui donner le choix. Après, c'est tentant de se dire, ouais, bah, je vais montrer ma fille dans les stories, parce qu'en fait, même moi, je vis des moments avec elle, j'ai envie de partager, parce que c'est des moments trop cool. Et puis, même ma fille, je suis admiratif d'elle, je suis son fan numéro 1, enfin, je me régale d'elle. Et donc, clairement, je suis en mode, j'ai envie de la montrer à tout le monde, elle dit des trucs trop cool et tout, enfin. Mais je vais laisser ce choix-là, quoi. Ouais, je comprends. Vraiment. Après, c'est un truc, après, là, je dis ça aujourd'hui, peut-être ça va évoluer plus tard, je sais pas, mais pour l'instant, c'est ce que je veux. Bah, et puis c'est très bien. Écoute, merci beaucoup Laurie Merci à toi. d'être venu te confier et Bah d'être ouais. venu raconter des morceaux de ta vie privée que tu n'avais jamais raconté et tout. C'est trop vrai. cool. Et franchement, c'est cool, ça fait du bien. Merci d'avoir partagé franchement et d'être venu à mon micro pour venir partager. J'en suis très fier et plein de gratitude envers Ah toi. bah écoute, merci beaucoup, hein, c'est réciproque, parce que franchement, c'est cool de se confier, et puis même j'avais vu que ça avait l'air cool et tout, donc je suis vraiment honoré d'être là. Oh merci. Je mettrai tous les liens, hein, afin que tu puisses, parce que les gens. Donc là, tu disais que tu démarrais ta chaîne YouTube aussi. Ouais, là je commence à produire des grosses vidéos pour YouTube, donc ça va mettre du temps, mais ça va arriver. Ok. Et TikTok, Insta, Toujours. Facebook. Tu postes encore des trucs sur Facebook ou? D'été, il y a des stories qui se postent, mais pour l'instant non. Ok. Mais peut-être plus tard quand j'irai sur YouTube, parce qu'en fait je vais poster des grosses vidéos que Ok. je fais sur YouTube, sur Facebook, je pense. D'accord. Merci beaucoup Laurie, c'était trop cool. Merci à toi. À plus. À plus. Salut. Un grand merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner au podcast dès maintenant pour ne manquer aucun épisode. Tu trouveras tous les liens dans les notes de cet épisode justement. Tu pourras également retrouver chaque veille d'épisode un extrait qui, je l'espère, te donnera envie d'écouter l'épisode complet le lendemain. Si tu découvres et que tu aimes ce podcast, tu devrais aussi aimer mes autres podcasts. Je t'invite donc à aller voir dans les notes de cet épisode ou sur fabflorent.com, fabflorent.com, tu verras, il y a tout un choix. Je te mets aussi dans les liens comment t'abonner à ma newsletter où je t'envoie régulièrement des nouvelles, comment te connecter à mon Discord, comment me contacter ou encore mes différents réseaux sociaux, etc. etc. Voilà, tu l'as quoi. Merci encore pour ta précieuse écoute et d'ici au prochain épisode, je te souhaite une très belle vie.